Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Alors, je dirais à l'intention du public que nous avons dû aborder une question et nous avons jugé bon d'aborder cette question à huis clos partiel. Donc, vous avez la parole à nouveau, Maître Knops. President. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais apporter le dernier élément de ma déclaration liminaire. C'est ce que l'on a appelé l'enrôlement au sein de l'armée. Mais avant d'aborder ce thème, Monsieur le Président, j'aimerais résumer les 7 éléments soulevés avant la pause. Et pour mettre un terme à cela, je vous dirais que nous allons fondamentalement vous prouver lors du procès que M. Blégoudet n'avait pas ce contrôle général sur les groupes mentionnés dans la présentation PowerPoint. Il n'a pas convoqué de réunion ou de manifestation. Il était tout simplement charismatique, ce qui d'ailleurs donnait encore beaucoup plus de raisons à ses opposants politiques au sein des jeunes pro-Gbagbo pour tenter de contrecarrer son influence. Il y a un autre témoin qui a déclaré que d'aucune façon M. Blégoudet ne pouvait donner des ordres ou n'avait le contrôle sur la FESCI. Cette fédération avait ses propres textes, son propre processus de décision par le truchement de ses assemblées et de son exécutif. Et nous allons présenter 2 témoins qui vont témoigner du fait que M. Blégoudet ne pouvait pas tout simplement donner d'ordre aux militaires. C'est assez ridicule que d'affirmer cela. D'ailleurs, un témoin indiquera à cette Chambre que les différentes organisations de jeunes, que ni ces organisations de jeunes, ni la FSI ne pouvaient recevoir d'ordre de M. Blégoudet parce qu'il y avait justement... il n'y avait pas d'uniformité idéologique. Il y a d'autres témoins qui relateront, qui indiqueront que l'idée suivant laquelle M. Blégoudet était en mesure de distribuer des armes en plein cœur d'Abidjan aux gens qui se trouvaient sur les barricades est tout simplement une idée ridicule. Alors, nous concluons donc le deuxième élément de cette dernière partie, donc la question des organisations de jeunes. Et j'aimerais maintenant vous parler très rapidement de ce soi-disant enrôlement au sein de l'armée. Car nous avons l'intention de démontrer que l'absence de ce lien que j'ai mentionné est absolument manifeste lorsque l'on prend en considération l'allégation proférée par l'accusation suivant laquelle M. Charles Blégoudet aurait exhorté les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Mais que peut-on dire au sujet de cette affirmation? Est-ce que ce type d'appel ou d'annonce fait que quelqu'un fait partie d'un plan commun comme l'avance le bureau du procureur? Absolument pas. Est-ce que cela signifie que cette personne exerce un contrôle sur les jeunes? Non. Nous avons l'intention de vous montrer que rien de tout cela ne peut être étayé par la thèse du bureau du procureur. Nous avons l'intention de vous démontrer que M. Charles Blégoudet a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher une guerre civile et qu'il a lancé cet appel pour que les gens aillent s'enrôler au sein de l'armée avec un objectif en tête, à savoir éviter que la violence se répande dans les rues. Mais il a demandé en fait à ce que l'on ait recours aux institutions démocratiques, à savoir l'armée. Alors, demander à des gens de s'enrôler au sein d'une armée en utilisant des institutions démocratiques ne constitue pas un acte de violence. C'est l'exemple, s'il en fut, que cette personne respecte le droit. Dans tous les pays, c'est un acte qui est considéré comme tout à fait acceptable. Et nous allons le démontrer. Dans de nombreux pays de par le monde, demander à de jeunes hommes et à de jeunes femmes de rallier les rangs de l'armée constitue un exercice parfaitement légal et légitime. D'ailleurs, selon un rapport établi par Abby Young Powell, qui est journaliste et co-rédacteur du Guardian, qui est
Il a reçu en 2014 le prix octroyé au journaliste le plus prometteur. Donc, d'après un rapport qu'il a publié dans le journal britannique Le Guardian le 9 décembre 2013, au Royaume-Uni, les universités ont ouvert leurs portes pour permettre aux forces armées de procéder à 341 visites, et ce pour recruter des étudiants au sein de l'armée. L'armée française a placé un certain nombre de vidéos de recrutement sur YouTube. Et on y trouve notamment le témoignage d'un père très fier d'annoncer que son fils vient de rallier l'armée territoriale française. Aux États-Unis, les militaires ont accès au campus de toutes les universités d'État et de tous les collèges, et ce pour recruter du personnel. Au terme de la loi adoptée par le Congrès américain, que l'on appelle l'amendement Solomon, les institutions d'éducation n'ont pas le droit de refuser l'accès à ces recruteurs militaires, ou s'ils le font, ils perdent certains fonds fédéraux. Monsieur le Président, la constitutionnalité de l'amendement Solomon auquel je viens de faire référence a été établi à l'unanimité par la Cour suprême. Il s'agit de la décision prise dans l'affaire Rumsfeld, l'ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, contre les droits institutionnels et universitaires. Et il s'agit donc d'un jugement rendu en 2006 par la Cour suprême. Alors, cela permet d'illustrer le fait que si l'on appelle les jeunes ou on demande aux jeunes à s'enrôler dans l'armée, il s'agit d'un acte parfaitement légal qui est fait dans le respect de la légalité. Et telle était bien l'intention de M. Blé-Goudet, qui voulait empêcher qu'il y ait davantage de violence. Et cela correspond tout à fait à cette nature pacifique sur laquelle j'ai attiré votre attention au début de ma déclaration liminaire, car sa véritable intention était de supprimer la violence, ce qui est loin d'en faire un criminel, à notre avis. Madame, Messieurs les juges, ma déclaration liminaire avait commencé par les tout dernier mot prononcé par M. Rubin Carter, également connu sous le pseudonyme de Hurricane, en 2014. La véritable cause des condamnations injustifiées est l'aveuglement volontaire. Ça, c'est le témoignage et l'héritage que nous a laissé un homme qui a passé 20 ans en prison alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation fausse. Et comme vous le savez, un film a été tourné à la mémoire de Rubin Carter. Et d'ailleurs, c'est Denzel Washington qui jouait le rôle de Rubin Carter. Et c'est un film à la mémoire de la vie de cet homme. Donc, lorsque vous allez analyser la véritable narration qui est sous-jacente à cette affaire et qui permet de comprendre la personne démocratique contre le recours illégal à la force n'est pas une activité illicite. Elle est protégée d'ailleurs par la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression et devrait être différenciée de l'incitation au crime. Comme nous le vous prouverons, nous allons vous indiquer que telles étaient les véritables intentions de M. Charles Blé-Goudet. Alors, je vais terminer en vous montrant un extrait vidéo d'une interview accordée par M. Blé-Goudet pendant la crise à l'antenne ou à la chaîne France 24. Et lorsque vous allez analyser cet extrait vidéo, vous vous rendrez compte que cet extrait vidéo lamine et sape la thèse de l'accusation, et ce dans tous ses aspects. Donc vous allez voir cet extrait qui va durer 2 minutes 37 secondes, ou 2 minutes 34 secondes plus précisément. Il s'agit d'éléments à décharge, je le répète. Donc c'est une interview de M. Blé-Goudet le 4 janvier 2011, donc en pleine crise post-électorale, et cela juste après le départ de la délégation africaine de la Côte d'Ivoire. Et vous verrez que M. Blé-Goudet indique que le dialogue est la seule solution
à la crise en Côte d'Ivoire. Et vous verrez qu'il dit la discussion doit se poursuivre, même si M. Ouattara, à l'époque, indiquait que le temps des pourparlers était terminé. Et M. Charles Blé Goudet, et vous le verrez pendant l'interview, conseille notamment les Ivoiriens et leur dit que les discussions pacifiques doivent avoir lieu plutôt que de mettre la vie en danger. Le dialogue, c'était cela l'intention de M. Charles Blé Goudet, non pas l'intention d'un chargé de communication, ce que suggérait le bureau du procureur dans sa déclaration liminaire, mais c'est plutôt son intention de paix, une intention qui est loin d'être criminelle. Affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, M. Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociation. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'en sert pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter tant tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prennent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Monsieur le Président, vous venez de voir Monsieur Blé Goudet. Monsieur Blé Goudet tel qu'il est, non pas en tant que général de la rue, Monsieur Blé Goudet non pas avec un uniforme carnavalesque, mais Monsieur Blé Goudet tel qu'il est, à savoir un homme qui demande le dialogue. C'était sa mission que de tourner la page militaire, et c'est ce que nous avons l'intention de prouver lors de ce procès. Mon collègue maître Claver Hendry va maintenant présenter ses arguments à la Chambre. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français, ceux chez eux à la maison. Excusez-nous, Monsieur le Président. Je pense que la case manager est un peu trop pressée d'établir la vérité. Monsieur le Président, Madame et Monsieur
honorable juge de la Cour pénale internationale, Émile de Girardin, journaliste et homme politique français, a laissé à l'humanité cette pensée publiée en 1867 et qu'il convient de nous la rappeler. Je cite: « La première condition de la justice est l'impartialité. » Fin de citation. Dans la présente affaire, nous affirmons que le procureur a manqué à ce devoir. En faisant preuve d'une partialité qui se perçoit sans ombrage dans un extrait d'un communiqué de presse en date du 21 décembre 2010, émanant du bureau du procureur et portant sur la situation en Côte d'Ivoire. Ce communiqué portait la signature du premier responsable de ce bureau, M. Luis Moreno Ocampo. Je lis l'extrait de ce communiqué. Tout d'abord, je tiens à être clair. Je n'ai pas encore ouvert une enquête. Cependant, s'il se trouve que des crimes graves relevant de ma compétence ont été commis, je le ferai. Si, par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudet, il pourrait faire l'objet de poursuites. Les leaders qui planifient les violences finiront à la haie. Fin de citation. Ce communiqué ne peut pas être lu sans attirer notre attention sur son contenu intrigant. L'information du procureur, à savoir qu'il n'avait pas encore ouvert une enquête, signifie dans la rigueur du langage juridique qu'il n'avait pas d'éléments à sa disposition pour le renseigner. À ce stade, un procureur habité par la neutralité devait garder la mesure en limitant sa déclaration sur la situation en Côte d'Ivoire par l'utilisation de thèmes généraux et impersonnels. Que non. Dans une pléthore d'acteurs politiques, le procureur va désigner M. Charles Blé Goudet. Si par exemple la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudet, il pourrait faire l'objet de poursuites. M. Luis Moreno Ocampo avait dit: pour nous, honorables juges, ce communiqué ne traduit pas une maladresse du procureur. Il révèle bien la partialité d'un procureur qui a laissé son fort intérieur être gagné par les préjugés. M. Charles Blé Goudet n'était pas le seul acteur politique ivoirien à faire des discours. D'autres leaders politiques avaient appelé leurs partisans à manifester pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir par tous les moyens. Et ce, quelques jours avant que le communiqué du procureur
ne soit rendu public. Et il le savait. Pourquoi le procureur n'a pas cité ces autres personnalités politiques? Pourquoi le procureur n'a désigné que M. Charles Blé Goudet, alors même qu'il n'avait pas encore ouvert d'enquête sur la Côte d'Ivoire? La réponse est évidente. Le procureur l'avait déjà choisi avant de mener la poindre enquête. Si enquête sérieuse il y a eu. Dès lors, que lui restait-il à faire pour le faire comparaître par devant votre auguste cour? Se mettre à la tâche de ce que le politologue et écrivain français Pierre Conessa appelle la fabrication de l'ennemi. Comment faire de M. Charles Blé Goudet un ennemi de l'humanité et vous le présenter sous les traits d'un homme détestable? Voici la ligne qui va gouverner l'enquête du procureur. Enquêter en vue d'attester des préjugés. Cela équivaut à mener des enquêtes avec une présomption de culpabilité, là où les grands principes du droit criminel prescrivent la présomption d'innocence. Pour atteindre son objectif et vous entendre condamner M. Charles Blé Goudet pour crime contre l'humanité, un écueil s'opposait au dessein du procureur. Ce sont les faits. Comment parvenir à réécrire l'histoire dans laquelle l'accusation parviendrait à asseoir ses thèses? Premièrement, de l'existence de crimes relevant de sa compétence, coûte que coûte. Et deuxièmement, de la responsabilité pénale de M. Charles Blé Goudet dans les 10 crimes. Le procureur n'avait pas d'autre choix que de travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire, mon cher pays. Chaque page de son mémoire préliminaire porte la marque de cette option délibérée de tronquer les faits pour les besoins de sa cause. Cela revient concrètement à avoir les yeux proprement fermés sur le contexte de la crise, sans jamais tâcher de les ouvrir, ne serait-ce qu'un instant. C'est ce que mon confrère, Maître Alexandre Knops, a qualifié d'aveuglement volontaire. À l'entame de ce procès, nous allons présenter quelques allégations contenues dans le mémoire préliminaire du procureur pour vous montrer comment l'accusation a tenté de fabriquer un ennemi à travers une dénaturation des faits. Pour vous prouver ce que nous affirmons, nous allons vous citer le paragraphe 43 du mémoire préliminaire du procureur, qui se libelle comme suit, et je cite: « Charles Blé Goudet a préparé les jeunes à l'organisation de manifestations violentes
pour entraver la mise en œuvre des accords de Marcoussis en 2003, attaquer les ressortissants français en 2004 et empêcher en 2006 l'inscription sur les listes électorales des membres de groupes ethniques ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Cette allégation du procureur fait référence à 3 faits qui se sont déroulés au cours de la crise ivoirienne. Il nous faudra au cours de ce procès rétablir les faits que le procureur a délibérément tronqués. Que s'est-il passé en 2003 ? Suite à l'échec de la tentative de coup d'État qui visait à renverser les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire, les partis politiques se sont retrouvés, sur invitation des autorités françaises, à l'INAS Marcoussis, à Paris, autour d'une table ronde. Au thème de celle-ci, M. Guillaume Soro, chef de la rébellion armée, va annoncer certaines des résolutions prises, à savoir la formation d'une future équipe gouvernementale dans laquelle les ministères clés de la Défense d'une part et celui de l'Intérieur et de la Sécurité d'autre part reviendraient aux différents mouvements rebelles. Concrètement, comment pouvons-nous interpréter ce point de ces accords? Cela revient à confier la défense et la sécurité du pays et de son président à ceux qui les ont attaqués. Avouons que cette décision heurte à la fois la raison et le droit. La raison d'abord. En ce que cela revient à confier votre sécurité à celui qui a tenté de vous ôter la vie. Le droit, en ce que cela est un hymne au coup d'État. Honorable juge, c'est à Marcoussis qu'il a été demandé de ne plus appeler les rebelles comme ils doivent l'être. Il faut en lieu et place les qualifier, entendons-nous bien, de forces nouvelles. La rébellion devient une nouvelle force politique, acceptée, tolérée et célébrée même. C'est cette information donnée par Guillaume Soro de l'entrée des rebelles dans le gouvernement pour occuper les ministères clés de la défense et de la sécurité qui a provoqué des manifestations de protestation spontanées à travers toute la Côte d'Ivoire. Et cela dès l'annonce de cette information. Les populations ivoiriennes, sans avoir eu besoin d'un mot d'ordre de qui que ce soit, ont manifesté pour protester contre des accords qu'elles estimaient elles-mêmes injustes. Le procureur
ne croit-il pas que le peuple ivoirien soit assez mature pour apprécier ce qui va à l'encontre de ses intérêts? M. Charles Blé Goudé n'a préparé aucun jeune pour organiser des manifestations violentes contre les accords de Linas Marcoussis, comme tente de faire croire le procureur dans son mémoire préliminaire. Si le procureur avait enquêté réellement et sérieusement, il aurait su que M. Charles Blé Goudé avait plutôt appelé à une manifestation publique pacifique le 1er février 2003 à la place de la République à Abidjan, en présence de tous les médias. Et à cette manifestation, il n'y a eu aucun incident. Au cours de ce procès, nous vous présenterons les images de ce rassemblement public organisé par M. Charles Blé Goudé et qui n'avait absolument rien à voir avec les manifestations spontanées pour protester contre les accords de Linas Marcoussis. Vous verrez, honorables juges, que quelques Français avaient participé à ce rassemblement et certains parmi eux avaient dénoncé ces accords. En alléguant que M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes à organiser des manifestations violentes pour entraver la mise en œuvre des accords de Linas Marcoussis, le procureur déforme les faits. Nous l'avons déjà annoncé. Le procureur est dans un schéma. Il est dans un plan. Je ne le qualifierai pas de commun. Il est dans un plan, celui de fabriquer un ennemi, ce qui le rend volontairement aveugle.